Bonsoir à tous et bienvenue dans l'entretien du jour, la 9e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. La TICAD 9 vient de se clôturer à Yokohama au Japon où leaders et chefs d'État africains étaient présents. Et pour en parler ce soir, nous retrouvons François Chignac. Vous avez conçu donc éditorialement la chaîne d'information en continu Africa News et vous l'avez dirigée en Afrique et en Europe durant 8 ans. Vous êtes aussi consultant éditorial Europe et Afrique. Et vous avez même aussi assisté aux journées du TICAD. Et en quelques mots, quelle était justement l'atmosphère générale durant ces 3 jours et le ton donné durant ces journées-là? Écoutez, merci pour votre invitation. C'était plutôt positif, je dirais même très positif. Le TICAD vient de se terminer. Si vous le permettez, tout d'abord, je vais un petit peu recontextualiser cette 9e édition. La dernière édition, elle remonte à 2022. Elle s'est tenue à Tunis. Cette conférence de Tokyo sur le développement de l'Afrique est organisée tous les 3 ans, une fois en Afrique et une fois au Japon. L'édition de Tunis avait été un petit peu perturbée par le Covid-19. Le premier ministre japonais de l'époque n'avait pas pu venir parce qu'il avait été testé positif. Alors pour cette édition, en l'occurrence, son successeur, lui, a pu venir. Il était présent. Il a accueilli plusieurs chefs d'État et notamment près de 5000 participants. Donc, il a accueilli des chefs d'État, par exemple, comme William Ruto, que j'ai croisé, le président du Kenya, dont la collaboration avec le Japon est présenté comme un modèle depuis plusieurs années déjà, mais également le président sénégalais Diomaye Faye. Celui-ci a d'ailleurs rencontré les dirigeants de la Japan Bank for International Cooperation. C'est une banque d'investissement japonaise. Elle soutient les entreprises dans leurs initiatives. Et j'ai ouï dire que de nouvelles pistes de coopération pour faciliter les investissements des entreprises japonaises au Sénégal avaient été ont été évoquées. Il y a eu des échanges entre le président sénégalais et qui ont porté sur des secteurs stratégiques comme l'économie verte, les infrastructures et les nouvelles technologies. D'ailleurs, je crois qu'on peut dire que cette rencontre peut marquer le début d'un partenariat renforcé entre le Japon et le Sénégal, un partenariat qui est principalement axé autour du développement durable et la création de valeurs partagées. Je vous ai parlé de William Ruto, le président du Kenya, qui lui, de son côté, a signé un accord de financement qu'on appelle Samouraï. Il a été signé bien évidemment avec le Japon pour soutenir les secteurs de l'économie et de l'énergie. Euh, le partenariat sur les infrastructures entre le Japon et le Kenya a également permis à Toshiba d'obtenir un marché sur le chantier de la centrale géothermique d'Olkaria au Kenya. En résumé, donc, si je reviens au début de votre question, le ton a été résolument centré sur la co-création de solutions innovantes. Et en l'occurrence, les discussions ont couvert 3 axes fondamentaux, le social, la paix, la stabilité et l'économie, bien évidemment, on va y revenir, avec près de 50 pays représentés, comme je l'ai déjà souligné, mais également il y avait des organismes gouvernementaux, le monde universitaire, la société civile, la jeunesse, le privé. Et enfin, l'attention a été particulièrement portée à l'innovation technologique, l'intelligence artificielle, les drones, le 3D. C'est ce que j'ai vu et ce qu'on pouvait voir dans les stands d'exposition et les panels de discussion. Ce troisième point était véritablement important et a été de manière relativement importante abordé au cours de ces 3 journées. On sent donc que le Japon veut s'imposer comme une sorte de partenariat incontournable pour l'Afrique. Mais dans quel secteur de coopération, justement, ils sont les plus visibles? Alors, je crois qu'il faut rappeler quand même qu'il y a déjà de nombreux deals qui sont signés entre le Japon et le continent africain, des deals avec l'Angola, le Mozambique, la Côte d'Ivoire, le Maroc ou l'Égypte. Mais pour répondre à votre question, je vais citer le Premier ministre japonais qui a dit que plutôt que de nous concentrer
sur nos propres besoins. C'est ce qu'il a dit. Nous voulons identifier soigneusement les besoins de nos partenaires africains et gagner leur confiance. Comme je vous l'ai dit, il y avait beaucoup de délégations. J'ai croisé des délégations de la République démocratique du Congo-Brazzaville, du Nigeria, de l'Égypte, du Maroc, de la Mauritanie, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Zimbabwe, de l'Afrique du Sud, de l'Angola, du Gabon, de la Zambie, de la Guinée. Il y avait le Burkina Faso également, Madagascar, la Tanzanie, le Rwanda, l'Ouganda et la Guinée. Bref, énormément de délégations. Et donc, plusieurs secteurs ont donc particulièrement émergé cette année. Le Premier ministre japonais Ishiba a par exemple proposé une zone économique océan Indien-Afrique. Elle sera accompagnée d'un engagement allant jusqu'à 5,5 milliards de dollars de prêts en partenariat avec bien évidemment la Banque africaine de développement qui était présente et qui est un partenaire du TICAD. Et tout cela pour soutenir le développement durable et la résolution de problèmes de dette qui perdurent, comme vous le savez, en Afrique. La transformation numérique et les compétences a également été à l'ordre du jour. Un engagement fort a été pris pour former 3000 experts en intelligence artificielle sur 3 ans en Afrique, en favorisant bien évidemment la digitalisation et la création d'emplois. Euh, on a également, je crois, et je me souviens avoir vu ça dans un panel, évoqué le financement à coût réduit pour atténuer la dette africaine, comme je l'ai dit. C'est bien évidemment une forme d'alternative aux prêts chinois à taux élevés qui peuvent être parfois difficiles à vivre sur le continent africain. Et on va les remplacer par des prêts pardon, japonais concessionnels et du recyclage de remboursement de prêts asiatiques vers l'Afrique. Euh, Comme je l'ai signalé également, un accord financier a été signé avec le Kenya au profit de la construction automobile locale et de la réduction des pertes en énergie électrique. Un financement samouraï de 25 milliards de yens, environ 169 millions de dollars. Alors, est-ce qu'on peut parler justement de partenariat gagnant-gagnant et en quoi cela peut séduire les dirigeants africains? Je crois que les projets soutenus dans les infrastructures durables, ou tous les projets dont j'ai parlé, la santé, l'énergie propre, l'intelligence artificielle, ça apporte un apport concret véritablement au continent. Et je crois que ça va séduire sur le continent. C'est un apport concret pour les États africains. Et cela permet en même temps au Japon de renforcer ses partenariats stratégiques, de sécuriser les ressources et également de préparer l'avenir de sa propre économie. Et en parlant justement de sécurité, la paix et justement ce sujet-là, la sécurité, ont été mis en avant. Est-ce que le Japon a promis aussi des moyens pour accompagner la stabilité en Afrique? Oui, en l'occurrence, ce sont des moyens qui utilisent les leviers économiques, techniques et institutionnels avec le financement de projets de développement concrets dans les infrastructures, l'énergie, la géothermie, les projets de transport, dans l'agriculture également, bien évidemment, et dans la santé. Cela va permettre au pays de renforcer leurs capacités. Et en l'occurrence, ce qui est synonyme de renforcement de capacité, c'est une meilleure stabilité. On a également parlé d'appui aux solutions locales et durables, qui sont bien évidemment autant de contributions indirectes à la stabilité sociale des États africains. En résumé, donc, je crois, la sécurité a été abordée à travers le développement socio-économique, inclusif, bien évidemment, plus que par des engagements sécuritaires classiques. Donc en soi, comment justement les dirigeants accueillent-ils cette volonté japonaise d'être présents sur ces questions de sécurité en particulier? Bah, écoutez, les dirigeants africains, ils sont plutôt favorables puisqu'elle apporte cette stratégie japonaise, elle offre une alternative crédible à l'influence chinoise, qui est souvent perçue comme coûteuse ou risquée. Elle favorise également les partenariats innovants avec la co-création, le renforcement des capacités
et les applications concrètes. Elle propose des solutions structurées aux défis tels que la dette, on connaît, le chômage des jeunes sur le continent africain, les infrastructures, les technologies, la santé et les défis climatiques. Je crois que ce contexte donne véritablement le sentiment d'un tournant stratégique. Le Japon souhaite passer d'un rôle de donateur traditionnel à un acteur engagé dans des partenariats, qu'ils soient technologiques et économiques, et surtout avec une forte durabilité. Et son agenda est tout à la fois très fort et cohérent. Citons à titre d'exemple le renforcement des investissements en technologie, la technologie verte notamment, telle que la géothermie ou l'hydrogène. Il y a des projets pilotes aussi qui sont suivis d'un déploiement à large échelle. Il y aura également un appui de l'intensification des formations technologiques en Afrique, notamment autour de l'IA, pour accélérer les transformations socio-économiques. L'expansion du financement à coût faible ou concessionnel afin de permettre aux États africains de gérer leurs dettes plus sereinement, et le développement de chaînes d'approvisionnement dans les minerais critiques qui sont le fondement de la transition énergétique mondiale. On peut, je crois, également parler de la multiplication des projets durables sur le terrain, au niveau, dans les périmètres de la santé, de l'agriculture, des villes propres, et avec une demande d'évaluation de l'impact et sur le terrain et une adaptation continue de ces actions. Et au-delà des chiffres et des projets, est-ce que cette conférence a donné le sentiment d'un véritable tournant dans les relations Afrique-Japon ? Oui, et en l'occurrence, pour revenir, je vais résumer mon propos. On peut s'attendre, et on l'a vu véritablement pendant ces 3 jours, à un renforcement des investissements en technologie verte à destination du continent africain et de la part des entreprises japonaises et du secteur privé japonais, public ou privé, avec, comme je l'ai dit, des projets pilotes suivis d'un déploiement à large échelle, une intensification des formations technologiques en IA pour accélérer la transformation socio-économique, une expansion des financements à coût faible ou concessionnels pour permettre aux États africains de gérer leurs dettes plus sereinement. Également un développement des chaînes d'approvisionnement dans les minerais critiques qui sont le fondement de la transition énergétique mondiale. Et enfin, une consolidation des initiatives multilatérales, par exemple la zone économique Océan Indien-Afrique, un partenariat renforcé avec l'AFDB pour structurer les échanges économiques entre le Japon et le continent africain. Et maintenant, Monsieur Chignac, à quoi doit-on s'attendre désormais à cette relation à l'avenir ? Écoutez, on peut s'attendre à une intensification des relations. Cela n'est pas nouveau, mais on est véritablement dans un périmètre d'accentuation des relations entre le Japon et tous ces pays africains. Il y avait quelques pays africains qui avaient été identifiés il y a quelques années par les structures publiques ou privées japonaises. Il y a eu des investissements et nous sommes dans un plus large périmètre aujourd'hui. Le continent africain est incontournable pour les entreprises publiques ou privées japonaises. Elles s'appuient également pour cela dans leur pénétration du continent africain et dans une relation win-win, ai-je envie de dire, sur d'autres acteurs également qui ont de très bonnes relations avec le continent africain, comme le continent indien, mais également d'autres acteurs, l'Indonésie par exemple. On ne peut pas parler de cheval de Troie, mais plutôt de collaboration ensemble pour une action ou des actions dans les différents éléments que je vous ai cités, concrètes sur le continent africain. Merci beaucoup François Chignac, donc directeur d'Africa News et consultant éditorial Europe Afrique, en direct donc de Yokohama au Japon. Merci à vous, c'est la fin de l'entretien du jour. Bonne suite de programmes sur Global Africa Télé Sud.